Alors, sur ça, maintenant, on va poursuivre la rencontre avec Monsieur Yvon Riendeau. Monsieur Yvon Riendeau, que j'ai rencontré par tout hasard 30 ans après. Je dis, « Ah, t'étais là, toi? » Et c'est ça un peu la beauté de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que plein de gens, depuis tant d'années, on travaille en parallèle. Maintenant, on va donner la parole à Yvon, mais qui est maître de sa matière, qui est je crois qu'il a commencé sa vie à titre de préposé, qui s'est intéressé aux problèmes et qui est devenu chercheur, consultant. Il y a à peu près, je ne sais pas combien de titres, gérontologue, sexologue. C'est un faiseur de troubles, mais pour le bon trouble, pour que les changements changent à la base. Et c'est lui qui va venir... il a aussi été un des signataires à la première politique gouvernementale sur la maltraitance, pour contrer le phénomène de la maltraitance, avec Marie Beaulieu et 3 autres personnes, si je me souviens bien. Alors maintenant, je vais lui donner la parole et lui va nous dire... Je ne sais pas si les gens se souviennent, en 2000-2001, la Commission des droits de la personne avait fait une consultation publique avec 110 mémoires. Puis on parlait à ce moment-là de créer un filet de sécurité serré autour des personnes en situation de vulnérabilité. Alors, je donne la parole à M. Yvon. Alors, merci. Je vais utiliser le micro, faire juste légèrement un peu d'espace, prendre l'arme mortelle qui est la montre, parce que 30 minutes, c'est quand même 30 tours de 60 secondes et ça va probablement passer assez rapidement. Alors, 10h moins 20 nous amènerait à l'entour de 10h10 avec une petite tolérance de votre part, 10h15 au maximum. Alors, bon matin tout le monde, bonne journée, espérant que vous allez non seulement apprécier la journée qui est entamée et qui est devant nous jusqu'à cet après-midi, mais que cette brève présentation de ma part va venir un peu jeter une couleur un peu historique. On entend des dates depuis tantôt, mais effectivement, la mienne va débuter plus à l'entour de 2003, si on veut, avec les orientations ministérielles milieu de vie. Alors, ceci dit, encore une fois, j'ai trouvé un titre qui m'avait été demandé dès le début. Le voici, « Réalité et défis en CHSLD ». Et hier soir, je rebrassais un petit peu le détail, puis je me disais, bon, il y a des milieux d'hébergement de longue durée qui, ça fait partie de leur réalité d'avoir fait des travaux d'implantation, des luttes contre la maltraitance et favoriser forcément la bientraitance. Mais dans d'autres contextes, on sent que c'est encore à l'agenda des défis, si je peux me permettre. Donc, il y a des avancées qui ont été fait. On essaie d'évaluer des processus d'implantation de contexte milieu de vie favorisant la bientraitance. Puis bon, les auteurs que j'ai consultés, moi également, s'entendent sur certains paramètres, mais par contre, il y a encore un travail de fond à faire et c'est une des raisons, j'imagine, de partir avec aujourd'hui une mise en place des réalités et des défis, forcément, 2018+. Alors, ceci dit, peut-être mon nom, merci de la présentation et de l'invitation, bien évidemment. Implantation milieu de vie sous François Legault, qui était, vous en rappelez, ministre de la Santé, Parti québécois, au début des années 2000. Et il y a eu cette idée novatrice de partir avec un concept qui s'appelait le milieu de vie. Je me rappelle très bien, Anne-Mona, ergothérapeute, moi-même et Nicole Poirier de Carpe Diem, nous avions été convoqués pour effectivement entendre parler de ce fameux néologisme à la rigueur, cette espèce de contexte milieu de vie qui était une volonté ministérielle. Donc, à mon avis, ça a débuté un peu de cette façon au tout début et ça a fait évidemment son petit bonhomme de chemin. Puis aujourd'hui, quand je suis terrain, j'ai eu l'honneur et le privilège d'aider des gestionnaires et des employés à travers à peu près 120 milieux au total à peu près, anglais-français à travers le Québec, donc des îles de la Madeleine jusqu'à l'Outaouais, pour les aider à former l'ensemble du personnel au contexte milieu de vie. Par contre, partant de là, on sent aujourd'hui, puis je vais revenir tantôt, dans les travaux de Couturier et Aubry, entre autres, qu'à peu près 63% des milieux d'hébergement de longue durée, privés, conventionnés et ou gouvernemental public, ont été capables de faire des avancées d'implantation dans le processus d'amélioration de la qualité, par exemple, et que dans d'autres cas, ça a été des avancées partielles et les défis demeurent encore majeurs dans plusieurs
l'organisation. Alors, je ne voudrais pas que la présentation soit trop macroscopique ou trop globale pour ne pas s'y perdre, mais on n'aura pas le choix d'aller dans les grandes généralités pour devenir par la suite, en conclusion, dans les spécificités forcément des défis qui nous attendent 2018. Et pour le plan d'action contre la maltraitance, nous avions déposé, au total, il y avait 148 éléments qui avaient été déposés au gouvernement du Québec, 148 pour donner un premier document que probablement dans la salle, tout le monde connaît ou reconnaît, qui est celui-ci, plan d'action gouvernemental pour lutter contre forcément la maltraitance. Le deuxième, effectivement, a été, comme Mme Beaulieu le disait tantôt, mis en chantier là, dans les dernières années. Ceci dit, alors donc, c'est un peu dans cette lumière qu'aujourd'hui, peut-être un temps d'arrêt, je l'appelle comme ça ce matin, un temps d'arrêt important qui, effectivement, est dans la lignée de la suite des choses de handicap, vie, dignité, mais il y a plusieurs, encore une fois, réalités, défis, c'est le titre de ma présentation, qui sont effectivement à l'agenda. Dans un premier temps, je pointerai peut-être quelques éléments très globaux. Travailler dans le meilleur climat de travail possible, c'est un défi en soi, c'est une réalité, encore une fois, dans certains milieux. Par contre, selon les unités, selon les gens en place, selon la chimie du personnel et celle des gestionnaires, les chefs d'unité, etc., ben, il y a des coquilles où il y a larron en foire, où il y a des belles camaraderies ou des conflits, des tensions. On a un peu de tout là, dans la Macédoine de la longue durée, encore en 2018. Dans un autre ordre d'idée, poser des meilleurs gestes possibles, évidemment, les gestes, les attitudes, les façons d'être, que ce soit au niveau des infirmières auxiliaires, préposés aux bénéficiaires, infirmières, ergothérapeutes, physiothérapeutes, et bon, le ruban pourrait être là au niveau des professionnels en exercice. C'est un défi d'en arriver à poser des gestes les meilleurs possibles auprès d'une clientèle, bon, en perte d'autonomie, en gain d'autodétermination, en situation de vulnérabilité pour certains plus élevée que pour d'autres, mais dans certains cas, on parle même d'une prise en charge systémique. Donc, il y a évidemment un défi important au niveau des gestes au quotidien, jour, soir, nuit. Dans un autre ordre d'idée, cette troisième petit point ici, avoir la meilleure attitude. Un mot qui revient très souvent dans le domaine de la santé, au niveau de l'éthique de travail, l'éthique professionnelle, la rigueur, la discipline, l'autorégulation, la métacognition en milieu de travail. Tous ces éléments-là sont à l'agenda présentement, tant au niveau de la formation académique que sur le terrain, en formation continue, en formation sur mesure. Donc, on met beaucoup l'accent sur la notion d'attitude envers les résidents, envers les familles. Et aujourd'hui, on a un attaché intéressant, à mon avis, qui est le suivant. On parle de plus en plus dans la même ligne, résident proche famille, résident proche famille. Donc, c'est comme si on a déjà une vision un peu plus systémique, forcément, des différents acteurs qui gravitent à l'entour et à l'endroit des résidents. Évidemment, en bas, j'ai rajouté milieu de vie versus milieu de travail. Ce qu'on oublie parfois, bon, je dis bien, on oublie parfois pour ceux qui l'oublient, c'est que le milieu de vie des résidents est également le milieu de travail du personnel. Donc, partant de là, on ne peut pas dissocier les deux éléments, les deux membranes. Le milieu de vie, tel qu'on l'a, on va dire, nommé il y a près de 15 ans maintenant. On pourrait fêter le 15e anniversaire du concept milieu de vie, mais le milieu de travail aussi des employés du personnel et par la bande des bénévoles et des visiteurs. Tout ça doit être inclus dans l'analyse, si je peux me permettre, l'analyse macroscopique et l'analyse détail sur le terrain. C'est sûr que le cadre de référence, il y en aura peut-être un autre dans les prochaines années, mais le cadre de référence présentement, qui est encore d'actualité, c'est celui justement de l'AMV, donc l'approche milieu de vie. Évidemment, un cadre de référence, plan d'action, orientation ministérielle, tout ça s'inscrit dans une politique beaucoup plus globale, évidemment, du respect des droits des personnes en perte dite d'autonomie. Évidemment, à l'article 83 de la loi sur les services de santé et les services sociaux, on reconnaît peut-être un élément fondamental à la base, l'importance d'assumer la mission. Tous les milieux d'hébergement ont une mission qui est campée noir sur blanc, sur papier, bien évidemment, et cette mission se résume avec quelques mots-clés, si je peux me permettre, des soins et des services sécuritaires. Alors, les services alimentaires, les services de buanderie, les services d'animation loisirs, bon, les services connexes en périphérie des soins sont aussi importants que les soins dans un contexte de milieu de vie. Alors, partant de cette réalité, les soins, évidemment, on pourrait élaborer l'ensemble des détails de soins. Vous aurez deviné qu'en 30 minutes, c'est impossible de le faire. Puis, ce n'est pas non plus l'objectif de la présente rencontre. Par contre, le mot qualité, j'aimerais y glisser une ligne importante. Lorsque j'ai eu le privilège de faire un mémoire de maîtrise sur le sujet, la qualité des soins en milieu d'hébergement de soins de longue durée et par ricochet, comment dirais-je, mettre aussi de l'avant la faisabilité de l'implantation milieu de vie. Le mot qualité, moi, il m'a pris 17 pages à écrire, juste à définir le mot qualité, parce qu'il est très polysémique. Le mot qualité, dans l'œil d'un gestionnaire, dans l'œil d'un employé, dans l'œil d'un bénévole, dans l'œil d'un visiteur, ne veut pas nécessairement dire la même chose. Alors, on met beaucoup d'accent, vous le savez, sur le concept de qualité de service, qualité de nourriture, qualité de ceci. C'est un concept
concept qui est un peu subjectif à la base, mais qui est aussi interprétable selon à qui on s'adresse. Alors ça, c'est un élément très important. Le contexte milieu de vie, je fais un petit sourire qui m'apparaît aussi important parce que je suis encore relativement actif dans la longue durée pour la formation du personnel, le perfectionnement, on entend. Puis souvent, les gens ont dit « Ah, milieu de vie, ça l'a abîmé la mission. Milieu de vie, c'est venu écorcher, n'est-ce pas? Parce que ces mots-là ont été, puis je m'excuse de le dire comme ça, un peu galvaudés. Ils ont été amenés d'une façon extrêmement importante et précise. Par contre, ils ont été, je vais me permettre de le dire ce matin, interprétés pas nécessairement selon la base de l'implantation au milieu de vie. Alors, partant de là, ce milieu de vie-là, évidemment, les mots en Bourgogne m'apparaissent importants. Je présume que vous les partagez. Un milieu chaleureux, animé, forcément. Un milieu où on est rassuré, puis on est, bref, encadré dans le détail de notre séjour qui est de moins en moins de longue durée. Vous le savez, vous le constatez. D'ailleurs, on est en train de changer l'appellation centre d'hébergement et de soins de longue durée parce que de plus en plus, c'est de la moyenne durée pour ne pas dire presque de la courte durée. Donc, les choses sont mobiles présentement. Lorsque j'ai débuté en 79 comme préposé aux bénéficiaires à Drummondville, c'était complètement différent comme clientèle de ce que nous avons sous la main présentement. Ceci dit, les profils de santé physique, cognitifs sont aussi à l'agenda. Très important d'avoir un milieu qui va s'adapter, autant au niveau de la nourriture, évidemment. Je n'ouvrirai pas sur la dysphagie, les réflexes de déglutition et compagnie. Ce n'est pas le propos de la matinée, mais quand même, cette notion de situation de qualité au niveau de la nourriture, au niveau, encore une fois, de tout ce qui entoure la clientèle qui a des déficits cognitifs plus importants. Donc, on a adapté les loisirs, l'animation. Le milieu de vie, c'est cela. Mais je me rappelle dans certaines présentations qu'on me disait, « Ah, M. Riendo, on amène des résidents à l'ascenseur et lorsqu'ils arrivent en bas, aux loisirs animation, c'est là qu'est le milieu de vie. » Alors, voyez-vous à quel point ça a même été mal interprété. On les amène à l'ascenseur, puis bon, on va les descendre en bas, mais quand on les prête ou quand on les amène aux personnes en animation loisir, c'est là le milieu de vie. On sent que le concept n'avait pas nécessairement été intégré d'une façon si importante ou si claire, si je peux me permettre. Ceci dit, je ne vais pas entrer non plus dans des technicalités, vous me permettrez, parce que, bon, le temps est une variable à considérer, évidemment, ce matin, mais les profils ISO-SMART sont aussi très, très, très importants. International Standard Organization pour ISO et système de mesure de l'autonomie fonctionnelle. Bon, dans cette espèce de codage, si on veut, de 0 à 14, on a de plus en plus de résidents qui codent dans ce qu'on appelle, dans le jargon des soins, de 10 à 14. Donc, c'est des déficits physiques et cognitifs relativement lourds, pour ne pas dire très lourds. Donc, quand on parle de près de 80 de la clientèle hébergée en longue durée qui présente des déficits cognitifs de moyens à sévères, bien, ça change la cartographie de la clientèle, bien évidemment. Ça change aussi forcément les pratiques, ça change les approches, ça change, bref, l'ensemble des paramètres du milieu de vie. Dans un autre ordre d'idée, c'est sûr qu'on a une vision qui accommode la mission et on espère que non seulement le personnel qui s'est mobilisé, qui rayonne et qui s'investit avec une clientèle qui est sous la main relativement, entre guillemets, particulière, on espère aussi que la vision, c'est de maintenir ou augmenter la renommée de chacun des milieux d'hébergement de longue durée. Maintenir ou augmenter la renommée fait partie du défi. Alors, c'est sûr que vous le voyez apparaître, je présume que tout le monde a les mêmes éléments que moi, puis les couleurs, j'espère que elles sont aussi claires sur les côtés qu'à l'avant. Le concept de qualité, encore une fois, en est un assez difficile à cerner dans son entité pure ou dans son global. Donc, évidemment, il y a un élément ici important à souligner. Puis, on espère qu'en bas, et les gestionnaires, et le personnel, et à la rigueur, les bénévoles sont engagés et non pas enragés. Il y aurait juste une lettre de différence, mais le sens ne serait pas le même. Donc, engagés, compétents, forcément, dynamiques et ainsi de suite. Donc, dans cette première petite partie de la présentation, c'était pour recamper l'important de la mission selon l'article 83 de la loi et la vision. Encore là, cette vision, cette mission, il faut les huiler, si vous me permettez l'expression. Il faut les entretenir, il faut les nourrir. Et c'est qu'un défi, c'est une réalité avancée dans certains milieux et ça demeure un défi dans d'autres. Cette diapositive en est une, personnellement, que je traîne avec moi depuis une quinzaine d'années maintenant, qui m'apparaît très significative. Je vous la présente très humblement en une minute. Orientation milieu de vie, on se rappelle peut-être rapidement, 2003-2008 et depuis juin 2004, nous avons ce qu'on appelle les visites d'appréciation de la qualité. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien de votre côté, mais ceci dit, les visites d'appréciation de la qualité depuis juin 2004, bon, je ne dirais pas que ce sont des armées de personnes qui sont venues faire des évaluations, là, d'une façon parfois intéressante, parfois d'une façon un peu brusque, mais ceci dit, il y a eu des ratés comme il y a eu des bons coups, mais néanmoins, le contexte de milieu de vie était en chemin d'une réalité en devenir, évidemment, avec tous les défis, forcément, que ça pouvait
interprété ou installé dans la mise en chantier du contexte milieu de vie, dans une quête d'amélioration de la qualité continue. Alors, on le voit ici, la première bulle, qui est aussi très importante, et je vais prendre quand même le temps de la détailler le plus possible sans aller dans la longueur, mais la réorganisation. Et ça, c'est très fondamental, je vous le dis avec beaucoup de respect, la réorganisation du 24 heures, c'était le premier élément où on devait, attention, vérifier les heures de soins et les répartir différemment. Ceux qui connaissent de près ou de loin les réseaux de la longue durée savent que souvent le matin, on utilise l'expression les bouchons, n'est-ce pas? Les levées, les installations, les soins de base et ainsi de suite. Donc, ces bouchons, entre guillemets, peuvent introduire non seulement des brusqueries, mais une certaine forme de maltraitance individuelle qu'on a appelée depuis quelques années maintenant des maltraitances systémiques. Mais cette réorganisation-là, du 24 heures, certains milieux ont réussi à la faire, d'autres, c'était plus difficile. De la nourriture en plateau, de la nourriture en vrac, certains milieux l'ont installé. On a des cocoteuses, on a effectivement des mijoteuses, on a du pain qui est fait sur certaines unités, des rôtis, du café le matin par le personnel pour donner, dans ce fameux contexte milieu de vie-là, n'est-ce pas, un espèce de dessin au quotidien, un dessin quotidien qui est jovial, qui est agréable, puis qui respecte un peu le home-like, le style maison. Dans un autre ordre d'idée, on a aussi le loisir sur les unités. Dans certains... Alors, donc, c'était le défi, hein? Je vous résume juste les orientations ministérielles, c'est d'avoir des loisirs, des éléments de loisirs avec le personnel, j'ai bien dit avec le personnel soignant sur les unités, pour que le repas soit une activité, que le loisir soit aussi en concomitance avec le personnel, puis en collaboration avec le personnel. Ça vous fait peut-être sourire ou vous peut-être penser, tout dépendamment de ce que vous connaissez du réseau ou l'endroit où vous y travaillez, que peut-être ceci fait partie de votre réalité ou peut-être ceci est encore un vœu souhaitable ou un défi. Autre élément, c'était la notion d'environnement adapté. Certains milieux ont même demandé aux employés, auriez-vous à la maison chez vous des choses que vous ne vous servez plus, qui seraient d'antan, par exemple. Bon, ça peut être de principe de téléphone au mur, ça peut être toutes sortes d'accessoires que les gens ont parfois amenés gratuitement. Il y a des milieux qui ont reçu une collaboration avec le personnel et ils ont fait des décors adaptés, ils ont fait des transformations importantes à très peu de frais. Donc, l'orientation ministérielle disait, vérifiez votre environnement, adaptez-le, bon, au home-like, qu'on pourrait dire, n'est-ce pas, quelque chose de plus convivial. Encore là, certains milieux l'ont fait, pour d'autres, c'était plus difficile. Évidemment, la troisième membrane de ce contexte milieu de vie, orientation ministérielle, était évidemment au niveau des relations de travail. Donc, tout ce qui entoure les relations entre le personnel, entre les départements, la collaboration du 24 heures. Alors, vous sentez que juste ces trois petites bulles, c'est du pain sur la planche. Donc, l'orientation ministérielle, elle était, rappelez-vous, 2003-2008. Et donc, il y avait des visites d'appréciation qui ont suivi cette orientation ministérielle. Donc, encore là, il y avait des défis, il y avait des recommandations, pour reprendre le thème exact, des recommandations données à certains milieux pour aller exactement dans le sens de ces trois éléments si fondamentaux ici. Comité milieu de vie, évidemment, aussi, ont levé dans certains endroits, ont baissé dans d'autres, se sont éteints tout doucement dans certains milieux. Il y a eu une tendance, une mode qui a duré quelques années et par la suite, ça a parfois été, comment dirais-je, à la fin, ça ne s'est pas réactivé, puis bon, c'est devenu chose du passé. Visite ministérielle, encore une fois, avec des recommandations. Moi, j'étais très heureux à l'époque, de par ces tournées provinciales, de constater que des milieux avaient des avancées et c'était très intéressant de voir que le personnel, en général, était très excité de, ou bien critiquait la faisabilité de. Il y avait comme deux courants de pensée qui cohabitaient. Ceci pour en arriver à la notion d'adaptation du 24 heures pour les résidents. On disait tantôt que la clientèle s'est modifiée en profil de santé, en ISO-SMAF, on dit souvent en lourdeur. Maintenant, on utilise le mot complexité. Donc, une clientèle qui a une complexité, évidemment, au niveau des profils de santé. Donc, ça, c'est une première réalité. Donc, la réorganiser pouvait sous-entendre, et attention, peut-être certains vont aimer, d'autres vont moins aimer ce qui va être dit, mais c'était peut-être même de revoir le moment de la journée, de la soirée, pour ne pas dire de la fin de la nuit et du début du matin, pour donner certains soins de base à certains résidents qui, d'ailleurs, avaient fait, entre guillemets, vous excusez l'expression un peu empruntée aux compétences parentales, qui avaient fait leur nuit et qui, pour toutes sortes de raisons, sont éveillés à 3 heures, 4 heures, 4h30, 5 heures du matin. L'environnement, encore une fois, pour le démédicaliser, l'environnement pour lui donner, encore une fois, une coloration non asilaire, pour en arriver aussi à donner un environnement de vie qui était non seulement agréable pour les résidents, mais aussi pour le personnel, forcément, qui y travaille. Toujours encore avec une clientèle qui est plus ou moins 80 présentement. En Montérégie, on a 77 et quelques, donc je pense que provincial, on est dans les 80. Je ne suis pas ça tous les jours, là, qu'on est la dette du Québec.
Mais ceci dit, on a à peu près, n'est-ce pas, c'est plus que 50. Alors, c'est plus que 75. Donc, on est dans un rapport où le personnel et les gestionnaires doivent composer avec une clientèle, on le voit, qui s'est beaucoup, n'est-ce pas, alourdie. Et les relations interpersonnelles font en sorte que c'est un des défis sur le climat de travail, les ambiances de travail, les codes d'éthique, n'est-ce pas, tout ce qui entoure également aussi les rencontres entre le personnel pour faire des moments, des points d'arrêt. Je vais en parler tantôt dans les tableaux Kaizen pour souligner les bons coups et échanger sur les bonnes variables. Tout ça était à l'agenda. En fait, c'est comme si on avait donné au milieu d'hébergement de longue durée le coffre à outils. Et d'ailleurs, à Montérégie, ça s'appelait le coffre à outils. Et partant de là, c'était pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, mettre en chantier. En grande conclusion de cette partie, ce qui est important, à mon avis, de retenir, c'est que les efforts ont été faits dans certains cas et dans d'autres cas, on s'est heurté. Bon, ce n'est pas une question de partisanerie politique, là, mais on s'est heurté un peu plus tard à une clientèle, justement, qui était beaucoup plus acheminée tardivement en longue durée. Donc, ça l'a un peu, on dit en anglais « jeopardize », ça l'a un peu compromis, si on veut, le projet milieu de vie, ou tout au moins, il fallait l'adapter à la clientèle sauce du jour, si je peux me permettre, là, quelques images, j'espère, appropriées. La cohabitation, évidemment, au niveau des résidents, c'est une réalité qui est quand même intéressante à regarder, pour la raison que vous connaissez tout le monde. C'est une cohabitation forcée. Aucun résident ne choisit les autres résidents sur l'unité, à la rigueur, même dans les chambres à deux, évidemment. Donc, c'est sûr que ces personnes qui, fondamentalement, sont parfois habituées à un milieu de vie dit naturel, HLM, maison, bloc, appartement, peu importe, n'est-ce pas, avec lequel elles ont leurs habitudes personnelles. Donc, c'est sûr que certaines d'entre elles, lorsqu'elles arrivent en cohabitation, les notions de territorialité peuvent s'installer. Les escalades vers des comportements agressifs peuvent aussi prendre naissance, d'où l'importance, et je l'ai souligné ici en fuchsia, des approches relationnelles optimales, des approches relationnelles de qualité. On dit souvent, bon, le mot vocation pour travailler dans le domaine de la santé, pour travailler en longue durée, sans tomber dans ces clichés de vocation. Ça prend des gens, comme vous le savez, pour ceux et celles qui y travaillent ou bref, qui y sont impliqués. Ça prend des personnes qui sont extrêmement solides pour travailler dans des contextes particuliers avec une clientèle, entre guillemets, particulière. D'où, parfois, les mots-clés, je les ai mis en vert. La réalité qu'on entend lorsque je suis avec le personnel, forcément, je les, entre guillemets, je les sonde, là, si vous me permettez l'expression. Et la fatigue, le désarroi, certaines se sentent épiées. On verra bien ce que donnera l'utilisation, n'est-ce pas, des mécanismes de surveillance en termes de climat de travail, en termes d'absorption de cette nouvelle modalité. Mais ceci dit, ça introduit dans certains cas des relations de travail qui sont aussi particulièrement échaudées. Certaines personnes ont de la difficulté à travailler avec d'autres, peu importe le type d'emploi en passant, peu importe l'ancienneté. Donc, ça introduit, si je peux me permettre là, de reculer d'un pas et de vous le présenter comme ceci, ça introduit une réalité de travail qui n'est quand même pas de tout repos. Alors, partant de là, c'est sûr que le collectif de PAB, préposé aux bénéficiaires, le collectif d'infirmières auxiliaires et également le collectif d'infirmières, quoique ces gens-là, infirmières auxiliaires, sont souvent, évidemment, moins nombreux, doivent travailler sous pression, doivent travailler dans un contexte de performance. On a même le concept de Lean Toyota, le minutage, qui a aussi débarqué en CLSC, qui a débarqué en longue durée. Donc, on cherche, hein, n'est-ce pas? On cherche des choses pour arriver à la meilleure qualité possible dans le contexte actuel avec la clientèle qu'on a sous la main et forcément la main-d'œuvre également qu'on a sous la main. Alors, c'est sûr qu'on va toujours prôner une chimie du personnel, on l'aura deviné. On va toujours prôner dans les réalités ou les défis une connivence entre le personnel et effectivement, on va toujours en arriver à se poser des questions fondamentales. Est-ce que le personnel a, peu importe le type d'emploi, accès ou accessibilité à mon Dieu, du perfectionnement et aussi des discussions. Bon, vous savez qu'il y a des modèles européens qui ont été empruntés ici au Québec, entre autres le tableau Kaizen, où on souligne les bons coups. Alors donc, est-ce que dans la culture de travail, culture organisationnelle, est-ce que les bons coups sont régulièrement soulignés? Ou est-ce qu'au contraire, n'est-ce pas un peu comme certaines malhabiletés parentales, on ne souligne que ce qui n'est pas OK? Alors donc, pour la dynamique de groupe, dynamique de travail, on a dans les défis ou les réalités, selon le milieu, encore une fois, introduit forcément ces mini-rencontres, 5 minutes, 10 minutes par jour, pas plus, n'est-ce pas? 15 minutes même à la rigueur au maximum pour échanger sur la journée, aussi nommer les bons coups. Alors, encore une fois, ça pourrait sembler loufoque pour certaines oreilles, comme ça pourrait sembler un beau projet pour d'autres, n'est-ce pas, dans le milieu de travail. Donc, c'est sûr qu'il faut se questionner ou se re-questionner sur l'ensemble de la programmation, tout en respectant, évidemment, les droits globaux. Se questionner aussi sur... C'est sûr que c'est facile, c'est un peu cliché, la souplesse, l'adaptabilité du personnel. Par contre, le personnel, parfois, vous excuserez l'autre image, est un peu pris en sandwich entre les décisions et l'actualisation, n'est-ce pas, des décisions administratives
via les budgets ou via la culture de travail et les gestionnaires en place. Évidemment, c'est sûr qu'encore là, on entre dans des paramètres de base au niveau de l'éthique de travail. Encore là, garder le moral. Parlons-en aux enseignants du primaire. Parlons-en à plusieurs types d'emplois au Québec où on doit faire tout en notre possible pour garder le moral avec les réalités du travail d'aujourd'hui. Bien, le domaine de la longue durée n'y échappe pas. Prendre le temps pour les tâches, évidemment, je l'ai mis en orangé parce que la notion de temps en est une. Moi, je l'entends depuis, ça fait 32 ans, je fais la formation en milieu de longue durée, puis je l'entends à toutes les rencontres. Sur rien d'eau, on n'a pas le temps. Sur rien d'eau, on manque de temps. Bon, je n'ouvrirai pas quelque chose qui pourrait être 10h moins 20. Là, j'ai 10h05 sur ma montre, donc je me fie à ma montre. Partant de là, il y a l'organisationnel qui est important. Il y a aussi le relationnel qui est important. Donc, les deux deviennent importants. J'espère que le débit, même si c'est un petit peu rapide, le message central, on le saisit bien parce que, au risque de déplaire peut-être dans la salle, mais l'approche punitive, l'approche de blâme au PAB, on aura l'occasion en panel probablement d'en reparler, c'est quelque chose aussi qu'il faut regarder parce qu'ils sont devenus un peu aussi les parfaits boucs émissaires. Alors, partant de là, il y a une réalité, des réalités qui vont dans le même sens de la communication adaptée à la clientèle, déficit cognitif, n'est-ce pas, déficience physique. Alors donc, il y a vraiment un effort d'adaptabilité et dans les écoles, peu importe DEP, peu importe le collégial, l'universitaire, on a vraiment l'accent sur les communications adaptées à la clientèle qui est, oui, lucide ou qui présente un état confusionnel ou un état de démence de type Alzheimer ou démence associée ou démence, bref, de toutes les formes dans lesquelles on peut se retrouver en milieu de travail. Il y a aussi toute la notion au niveau des déplacements, au niveau des installations, tout le détail du quotidien doit et où a été regardé, n'est-ce pas, d'une façon précise par les milieux. Donc, qui dit milieu, encore une fois, dit chef d'unité, dit pas nécessairement les gestionnaires, mais les personnels qui sont en milieu de travail. En mauve, ça me paraissait important peut-être de le rajouter. C'est un peu un cliché, mais un cliché, je crois qu'on doit le partager ce matin. On doit prendre la clientèle comme elle est, dans ce qu'elle est, avec ce qu'elle vit, malgré l'état de santé global, malgré la personnalité, malgré le tempérament. Puis c'est pas nous, dans nos bureaux de DEP, de cégep, d'université, c'est pas nous qui sommes sur le terrain, c'est les acteurs sur le terrain, avec la clientèle qui ont sous la main, avec les réalités de vie, puis les réalités de travail, puis les conflits ou les bonnes ambiances dans lesquelles elles doivent travailler. Entre vous et moi et la boîte à bois, expression un peu québécoise, est-ce que c'est toujours jojo, n'est-ce pas, de travailler avec la clientèle et certains collègues particuliers? La réponse, c'est non. D'où l'importance d'aller chercher une énergie interne, forcément, pour être capable de vivre dans le meilleur climat de travail. Donc, le milieu de vie des résidents demeure le milieu de travail, évidemment, du personnel. Partant de là, cette notion d'honnêteté, de loyauté avec laquelle j'irai aussi dans le détail, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on doit avoir comme réalité défi maintenant? Alors, je vous les donne en ruban avant de vous quitter. Viser l'atmosphère de travail, c'est sûr que c'est un plus. Viser une atmosphère de travail qualitative, pour ne pas dire optimale, c'est tendance aussi d'en parler, dans un plaisir sain, en arriver à un mot important qui est dans la recension des écrits, la souffrance du personnel au travail. Je ne fais pas un plaidoyer en passant favorable aux employés, là, mais c'est juste un constat de fait. Miser encore une fois sur des solutions 5, 10, 15 minutes et on l'aura deviné, bousser, travailler, nourrir une vision, si on veut, culture de travail de qualité avec une gestion participative qu'on appelle du bottom-top et du top-bottom. Souvent, c'est le top-bottom, c'est-à-dire les décisions viennent du haut, on les applique terrain, alors qu'il y a une gestion participative qui pourrait possiblement aussi donner, dans la culture de bientraitance, l'impression qu'on est participatif au plan décisionnel, évidemment, dans la réalisation de la réponse optimale des droits de la clientèle. Dans cette dernière colonne, viser un partenariat avec les comités des résidents. Pour avoir parlé et être en contact avec beaucoup de comités de résidents, parfois, il y a un rapport de force, il y a des démissions particulières qui s'installent. Il y a toutes sortes de réalités, n'est-ce pas, où les comités des résidents essentiels, vous l'aurez deviné, sont aussi forcément parfois en conflit ou en contact un peu particulier. Ils ont le mandat de recommander, évidemment, des avancées. Donc, c'est un élément aussi à travailler. La reconnaissance du personnel méritant. Très peu de milieux d'hébergement ont ces processus de reconnaissance. Certains l'ont, d'autres pas du tout. Alors, donc, c'est sûr que ça peut donner un effet moteur à la motivation. Charte de bientraitance, je pense que de plus en plus, on se dirige vers ce type d'éléments-là. Et encore une fois, guide d'accueil au niveau des résidents. Il y a des guides d'accueil qui sont extrêmement explicites, d'autres sont un petit peu à retravailler, peut-être à préciser.
Miser sur le respect de l'autonomie décisionnelle. On parlait tantôt, Mme Beaulieu évoquait empowerment dans sa faisabilité et ainsi de suite. Leadership infirmier. Leadership infirmier, ce n'est pas matraque infirmière, ce n'est pas police infirmière, mais c'est un leadership infirmier, un élément de base qui, dans certains cas, a été implanté. Dans d'autres endroits, c'est un défi encore aujourd'hui. Miser sur forcément et en conclusion, commissaire à la qualité, hein, évidemment. Personne aussi qui va avoir une neutralité, objectivité puis une clarté au niveau des comités, des conseillers milieu de vie, pardon, et évidemment l'imputabilité des gestionnaires, forcément au niveau de la qualité. Vers quoi on pourrait, où on se dirige, vers la toute fin, des pratiques de soins de bien-traitance 24 heures, évidemment, dans un contexte milieu de vie compris, connu, intégré et forcément nourri. Les indicateurs de qualité d'Agrément Canada deviennent aussi un peu, pas nécessairement l'épée de Damoclès, mais un moteur forcément de révision des pratiques et de quête d'amélioration continue. Et encore une fois, peut-être que même dans certains milieux, c'est là qu'on est rendu aussi, à reviser parfois l'attitude, on en a parlé brièvement, mais le vocabulaire, l'utilisation du cellulaire au travail. Je ne commenterai pas ces choses-là ce matin, mais il y a encore un travail de fond à faire. Et dans la réalité, favoriser le consentement éclairé. On a parlé de consentement un peu plus tôt ce matin. Favoriser l'abolition de l'évacuation au lit. Je m'excuse, c'est peut-être un petit peu plus discrétion à entendre. Normaliser dans certains milieux pour toutes sortes de raisons. Favoriser les mesures d'aide forcément au niveau du personnel qui est inadéquat. Donc, soit le programme d'aide aux employés ou les mesures disciplinaires. Je ne pense pas que c'est ce que je veux que vous reteniez au majeur, mais néanmoins, c'est quelque chose dans le leadership infirmier qu'on doit aussi peut-être remettre à l'agenda. Les meilleures admissions possibles des nouveaux, des collègues et autres personnes qui gravitent dans le milieu, plus une utilisation saine des contentions, n'est-ce pas, autorisées, version 2018. Favoriser la mort de la théorie du blâme. Peut-être que ça aussi, c'est quelque chose qui pourrait être campé dans les défis, parce que la présentation, c'était réalité et défis. Nous sommes, et c'est ma dernière diapositive, nous sommes avec forcément un cadre légal, comme Madame le disait tantôt, dans un cadre légal appuyé de codes d'éthique, sans que la conclusion soit un vecteur là, de matraque, mais avec des codes d'éthique. Évidemment, les codes d'éthique à l'article 233 de la loi sont importants pour venir baliser les pratiques. Le leadership infirmier, je l'ai mis en bleu, puis j'ai rajouté leadership plus. Pour avoir fait beaucoup de formations au niveau des infirmières, il y a certaines qui l'ont et pour d'autres, c'est plus difficile. Les protocoles au niveau, forcément, des milieux de travail, pas juste écrits, pas juste distribués, mais vous avez vu en souligner, appliqués. Collectif d'employés, collectif de familles, collectif de gestionnaires, un peu selon l'approche McGill, qu'ils doivent travailler ensemble, évidemment, dans le même type de réalisation de l'ensemble des activités de jour et de soir et de nuit. Des rencontres coaching, encore là, c'est débuté dans certains milieux. Dans d'autres milieux, c'est encore un peu timide. On dit dès demain, dans le sens que c'est pour créer un resserrement au niveau des troupes. Alors, donc, 10h moins 20 plus 30, ça me fait 10h10. C'est tout pour moi. Merci de votre attention. Merci, M. Riendo. On vous laisse quelques secondes pour prendre une bonne gorgée d'eau. Donc, c'est la période des questions. Monsieur est ici pour répondre à vos questions. Il y a différents micros. Il y a des gens qui sont là de l'école Vanier qui vont... vous avez juste à lever la main. Fait que je vais... Ah, OK. On va en prendre... On a 10 minutes ici. Sur une de vos diapositives, vous avez fait une relation entre milieu de vie et milieu de soins. Oui. Avec la complexité maintenant de la clientèle admise en CHSLD, on sait que c'est souvent de 10 à 14, mais j'ai même lu quelque part qu'on s'en allait vers du 12, vers 14. Mm-hmm. Est-ce que le point d'équilibre entre les deux concepts est en train de bouger plus vers le milieu de soins et moins vers le milieu de vie, selon vous? C'est une excellente question. C'est une question très d'actualité, si je peux me permettre. Puis ma réponse vaut celle dans la salle. Il y a des experts, forcément, dans la salle qui pourraient prendre le micro à n'importe quel moment donné. Je vais vous le dire à ma façon en 2 minutes. Quand on est entré avec l'idée un peu paradigmale du milieu de vie sous M. Legault, je ne sais pas ça parce qu'il est maintenant premier ministre du Québec, mais il a quand même été celui qui a envoyé, n'est-ce pas, qui a donné le feu vert. Lorsqu'on a mis en chantier, il y avait l'approche prothétique élargie avec Mme Mona, il y avait, bref, l'approche Carpe Diem, il y avait d'autres choses qui gravitaient, puis bon, je pense qu'on s'est inspiré de tout, mais c'était très excitant, cher monsieur, de 2003 à 2010, 2011. Et là est arrivé, moi je l'ai vu comme une douche froide, est arrivé justement les nouveaux paramètres d'accès à l'hébergement, sont arrivés également aussi la clientèle qu'on a constatée, comme vous le dites si bien, dans le ISO-SMAF, sans tomber dans ta technicalité de plus en plus complexe. Alors donc, c'est un peu comme si le vent
semble avoir, c'est une opinion qui est personnelle, monsieur, le vent semble avoir tourné vers un retour un peu plus de prise en charge dans un contexte de milieu de soins, un petit peu au détriment de ce bel avancé qui était le milieu de vie. Donc, je trouve que la cohabitation des deux, milieu de vie, milieu de soins, n'est-ce pas, et votre œil a été très perspicace, ce n'était qu'une seule ligne, c'est quelque chose qui est, pour l'instant, je dirais, mi-succès, mi-échec. Et d'ailleurs, dans les travaux de Couturier et Aubry, il y a vraiment, d'une façon importante, des avancées où on dit que, encore là, certains sont arrivés à respecter les orientations ministérielles, d'autres ont eu plus de difficultés. Donc, c'est comme si une zone de gris charcoal à gris pâle dans votre question. La réponse vaut ce qu'elle vaut, mais j'aurais tendance à vous donner raison. On va prendre... excuse-moi. Oui? Oui, on avait aussi quelqu'un de l'autre côté. OK. Ah. On rajoute. OK. On va aller de ce côté-là. Tantôt, j'ai vu une main qui s'était levée, non? OK. Donc, ici. Excusez, on a les lumières. On ne voit pas. Est-ce que le micro est arrivé? C'est moi? Vous avez le micro? Oui. Est-ce que ça marche? Oui. Okay. Allez-y, madame. Vous parlez de manque de temps des préposés. Moi, je suis une bonne témoin. Pendant 8 ans que ma mère est malade dans les CHSLD, je visitais à chaque soir. Je n'étais pas vraiment quelqu'un qui était super aimé nécessairement parce que je voyais et je m'exprimais par écrit de façon très professionnelle. Et puis, c'est pas un manque de temps tout le temps. Il y a des protocoles. Par exemple, je voyais, j'ai noté, j'ai documenté, j'ai pris des photos du nez et des yeux de ma mère qui étaient, excusez-moi, crottés, sales. Oui. Est-ce que vous alors pouvez... que ma mère prenait le déjeuner, on refusait de nettoyer son nez. Et quand je le faisais moi-même, on refusait de donner son déjeuner parce que le protocole, selon le préposé, était que le déjeuner passait avant de nettoyer le nez et les yeux. Alors que vous et moi, on se nettoie avant de prendre le déjeuner. Ma mère ne pouvait pas prendre le déjeuner. Vous avez une bonne mise en situation. Quelle est votre question? Votre question un petit peu plus précise, s'il vous plaît? Pour les visites ministérielles, qu'est-ce qui a été fait pour ne pas demander au gouvernement de ne pas planifier ça d'avance et de peut-être être là durant l'administration d'un repas pour voir ces choses-là et venir les soirs et la fin de semaine alors que les bacs de couches sont là et les odeurs nauséabondes sont là. Madame, voici rapidement, timez-moi, une minute. Je vais commencer à l'envers dans votre question par la fin. Au tout début, les visites d'appréciation étaient annoncées. Ils étaient annoncés parfois 1, 2, 3 journées à l'avance, n'est-ce pas? Puis vers la fin, les visites d'appréciation étaient ponctuelles et les gens débarquaient. Primo. Deuxièmement, écoutez, il ne faut pas oublier une chose. Je vais retourner à ce qu'on avait tantôt, les 3 bulles. L'organisation du travail, n'est-ce pas, l'organisation du 24 heures avec les protocoles de soins d'un établissement à l'autre ne sont pas appliqués totalement de la même façon. Donc, au niveau de l'organisation, pas au niveau des protocoles. Primo. Deuxièmement, il ne faut pas oublier qu'il y a, vous savez, comment dirais-je, les vraies personnes qui font le détail des services, peu importe le titre d'emploi, on va juste quitter les préposés exclusivement, elles ont tous leur façon de percevoir leur travail. Et on est totalement non d'accord, un peu comme vous semblez le souligner, totalement non d'accord ou d'accord, mais ceci dit, tout dépendamment de ce qu'on voit, ce qu'on entend. Donc, il n'y a pas... C'est intéressant comme question, mais il n'y a pas une réponse. D'où le 5, 10, 15 minutes, d'où le leadership infirmier, d'où les rappels sur l'éthique, d'où les rappels sur le quotidien. Alors, c'est un travail qui est extrêmement important, qui est fait dans certains milieux, mais pour l'avoir expérimenté, dans d'autres milieux, ils sont excités de dire oui, on va faire ces défis, on va relever les défis, en faire des réalités. 6 mois plus tard, ça tombe. Le suivi n'est pas toujours évident. C'est difficile, hein, 2 minutes. Est-ce qu'il y a une autre question? On n'est pas allé de ce côté-là. OK. Ah, ici? Oui, alors merci. Je veux vous demander, à l'autre côté de la personnel, avec les clients, les patients, quelles ressources est-ce qu'il y a disponibles que les personnes connaissent leurs droits par access to information? Parce que beaucoup de fois, il n'y a pas assez de ressources de ce côté-là pour faire, to empower les individus qui sont maltraités, tout ça. Monsieur Rindeau nous dit que cette question-là, au niveau des droits, va être discutée cet après-midi en atelier. Fait que vous allez pouvoir avoir cette réponse-là.
On a une dernière question de ce côté-là. Après, on va pouvoir passer à la pause. Vous avez le micro, s'il vous plaît. Bonjour, c'est pour répondre à la dame. Ce sera pas long. Mon nom est Manon Fortin. Je suis directrice générale de la Fédération des centres d'assistance d'accompagnement aux plaintes du Québec. Vous avez un centre d'assistance d'accompagnement aux plaintes dans chacune des régions du Québec qui sont des organismes communautaires qui ont 25 ans d'existence et qui peuvent vous aider, vous informer sur vos droits en santé et services sociaux et vous accompagner dans le cadre d'une démarche de plainte en lien avec le commissaire aux plaintes dont M. Riendeau parlait tantôt. Et ces services-là sont gratuits, confidentiels et même les conseillers peuvent se déplacer sur le lieu de résidence et on favorise l'empowerment, c'est-à-dire que on outille la personne dans sa démarche, on l'aide à rédiger sa lettre de plainte, on l'informe sur ses droits, on est présent avec elle si elle rencontre le commissaire aux plaintes et ça vaut pour les plaintes médicales également. Et il y a un deuxième recours aussi au niveau du protecteur du citoyen ou du comité de révision en regard des plaintes médicales. Donc, et on travaille en collaboration également avec les comités d'usagers des établissements. Donc, juste pour vous dire, un seul numéro à retenir, 1-877 1-877 767 767 2227 et les conseillers sont 2227. 2227. Les conseillers sont des conseillers professionnels et quand vous composez ce numéro, vous allez automatiquement tomber au cap de votre région et c'est tout du bon monde. Merci. Merci infiniment pour votre réponse, madame. Et cet après-midi, on a parlé que ce matin, c'était peut-être un peu plus théorique. Cet après-midi, c'est vraiment des ateliers, des trucs. Donc, dans ces ateliers-là, vous allez recevoir d'autres informations. Donc, merci beaucoup, M. Riendeau. C'était fort agréable. On se revoit un peu plus tard dans la journée.